Bonjour à toutes et tous, merci pour cette invitation à venir vous parler de l'accessibilité à ce moment-là, donc des services d'intérêt général au temps de la numérisation et notamment de quelques principes en fait qu'on a pu retirer de notre travail pour une conception plus inclusive des services numériques. Donc juste pour remettre en contexte d'où je parle, donc je suis chargée d'études à la Fondation Travail Université, qui est bien une association qui est reconnue en éducation permanente et qui a pour objet la collaboration sur des projets de recherche, notamment avec l'UC Louvain et la chaire Travail Université, sur des sujets qui touchent aux technologies et aux questions d'inclusion et d'exclusion numérique. Et donc, c'est notamment dans ce cadre-là qu'il y a eu entre 2015 et 2019 un important projet de recherche mené en Belgique sur l'inclusion numérique qui portait l'acronyme d'IDEALIC. Donc, ce qu'on peut dire rapidement de ce projet, c'est qu'en plus de l'UC Louvain et de la FTU, ça a été mené aussi en partenariat avec la VUB, vu que c'était un projet qui se menait au niveau de la Belgique tout entière. C'était un projet qui était financé par BELSPO, la politique scientifique fédérale, et dont l'objectif, c'était vraiment de pouvoir faire un état des lieux de l'inclusion numérique, mais aussi des perspectives qu'on pouvait avoir à l'avenir. Et donc pour ça, il y a eu donc ce projet initial qui a été composé de plusieurs études, à la fois une partie de toute manière plus théorique et plus axée sur les statistiques existantes. Il y a eu une enquête auprès des usagers, une analyse aussi au niveau des politiques et des acteurs de l'inclusion en Belgique qui existent, et surtout cette étude de cas auprès des services d'intérêt général sur laquelle en fait je vais beaucoup m'appuyer aujourd'hui, que je précise a été réalisée donc principalement par deux de mes collègues, Perrine Brodkorn et Carole Bontier. Donc ça c'est important de le dire, je vais m'en faire la porte-parole la plus juste possible. Mais en fait, ces études de cas et ce qu'on a pu voir en fait dans ce travail cette analyse auprès des services d'intérêt général, ça a pu nous servir en fait de base pour un petit projet de valorisation des résultats. Donc, on a reçu un financement supplémentaire à la fin de cette étude pour mettre en place une valorisation des résultats. Donc, nous, ce qu'on en a fait, en fait, c'est un petit guide d'une vingtaine de pages qu'on a appelé Guide pour une conception inclusive des services numériques et qui avait justement vocation à proposer une synthèse et un peu une boîte à outils pour ces acteurs de la conception à propos de l'inclusion numérique. Donc voilà, ma présentation, maintenant, elle va vraiment porter sur cette question-là des services d'intérêt général, de comment s'est passée la numérisation chez eux, comment elle se passe encore, et peut-être plus avoir un aspect porté sur les perspectives et qu'est-ce qui peut être mis en place pour améliorer l'inclusion numérique des personnes et de l'accès aux services en général. Donc peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est bien de rappeler un peu de quoi on parle quand on parle de fracture numérique et d'autant plus que en fait une des premières choses qu'on a pu remarquer par rapport à tous les échanges qu'on a eus avec les concepteurs et les fournisseurs de services, c'est que déjà quand on parle d'inclusion numérique, de fracture numérique, il y a déjà en fait un peu un flou sur de quoi on parle exactement. On ne sait pas très bien. Est-ce que c'est de l'accessibilité qui est-ce que ça concerne réellement? Donc, c'était bien de faire ce petit détour par l'idée que la fracture numérique, et c'est en fait un mauvais terme pour une très bonne question, dans le sens où on parle de la fracture numérique pour désigner diverses formes d'inégalités qui vont être liées à la diffusion et à l'appropriation massive des technologies dans la vie quotidienne. Et ce en quoi on peut dire que c'est, je mets quand même les guillemets, un mauvais terme, c'est qu'en fait c'est très réducteur par rapport à une multitude de situations qui peut exister. Et donc c'est pour ça qu'on va déjà parler plutôt de fracture numérique au pluriel et de notamment trois niveaux de fracture qui sont repris ici et qui ont trait chacune à une forme d'inégalité particulière. Donc avec la première fracture, qui a été cette fracture numérique du premier degré, qui elle a vraiment trait aux inégalités d'accès aux technologies, mais aussi à la qualité de l'équipement et de la connexion et à la qualité de cet accès. Donc en fait, c'est un peu les premiers travaux qui ont été réalisés là-dessus.
en effet, ils voyaient bien qu'il y avait une distinction très nette et des inégalités entre ces personnes qui avaient et qui n'avaient pas accès. Mais au fur et à mesure, les technologies se sont quand même diffusées et on s'est rendu compte que ces inégalités, elles persistaient et sous d'autres formes. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de fracture numérique du deuxième degré et qui là vraiment est donc une fracture qui a vraiment trait aux usages, au fait qu'en fait il y a des inégalités dans la manière, dans ce qu'on va faire en ligne, dans les usages et l'intensité des usages qu'on va avoir, et notamment aussi dans l'acquisition de compétences. Et du coup, ce qui est important là, c'est vraiment de souligner que on s'est rendu compte, et ça a été documenté du coup depuis de longue date, que l'accès aux technologies, donner l'accès aux technologies, en fait, ça ne mène absolument pas automatiquement à l'utilisation effective de ces technologies, parce que y a vraiment des mécanismes d'appropriation qui sont très particuliers. Tout le monde n'a pas n'a pas les mêmes possibilités. Et encore plus récemment, on a commencé à parler de fracture numérique du troisième degré, et qui là veut vraiment mettre en avant les bénéfices, les inégalités en fait dans les bénéfices qui vont être retirés des usages dans la participation à la vie sociale. Donc en fait, il y a vraiment des inégalités dans les retombées effectives qu'on va avoir des usages du numérique. Et donc pour le dire autrement, c'est l'idée que en fait, ce sont souvent les personnes les plus connectées. C'est un mouvement qu'on voit. Donc les personnes qui sont déjà les mieux nanties, souvent et les plus connectées, qui ont accès à plus de choses, c'est elles qui tirent majoritairement profit des nouvelles innovations. Et donc ces écarts continuent en fait à se creuser progressivement. On n'arrive en tout cas pas à les combler totalement, parce que les personnes qui sont en difficulté continuent à rester à la marge. Donc ça, c'est un premier rappel. Et un deuxième élément assez rapidement, c'est aussi de dire que du coup, la réponse en fait à ces fractures, ça a été d'insister, et encore maintenant, et ça reste une dimension importante, sur le développement des capacités des individus à mobiliser des outils numériques. Ça va être vraiment vu comme un levier d'inclusion sociale. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de programmes de formation aux outils numériques. Il y a quand même, par rapport à ça, deux petits écueils. C'est que du coup, ça amène aussi à une responsabilisation accrue des usagers à se prendre en charge eux-mêmes, à devenir en fait responsables un peu de leur propre inclusion. C'est un peu le mouvement, un mouvement, on va dire, une dérive qui peut exister. Et aussi, peu à peu, c'est que tout ça se fait dans un contexte où il y a une délégation progressive et croissante vraiment de la charge de la réalisation des démarches sur l'usager. Donc en fait, au fur et à mesure de la numérisation, on va demander de plus en plus de choses à réaliser à l'usager, de plus en plus de démarches, alors que jusque-là, c'était un travail qui était en fait beaucoup plus réalisé par les services. Là, c'est nous maintenant, nous-mêmes, derrière nos ordinateurs, qui remplissons nos formulaires, etc. L'implication que ça a, c'est que du coup, par rapport aux compétences, ça demande aussi une réactualisation assez continue et permanente de ces compétences qui évoluent. Et donc, c'est pour ça que la définition en fait, qu'on peut nous retenir et qu'on voulait mettre en avant et qui va en écho justement à l'intérêt qu'il y a de se pencher sur l'accessibilité des services et notamment des services d'intérêt général, c'est de dire aussi que l'inclusion numérique, elle implique aussi l'adaptation de l'environnement numérique aux besoins spécifiques des individus. Donc on ne va plus être seulement dans une démarche où on va essayer d'identifier quelles compétences les usagers ont besoin pour répondre aux impératifs du service, mais aussi aller questionner justement cet autre pendant, de se dire comment est-ce que cet environnement numérique, on peut le rendre plus inclusif. Et ça part notamment de l'importance d'intégrer deux choses, c'est-à-dire de prendre en compte, premièrement, la diversité des situations auxquelles font face les individus, et surtout d'aussi intégrer vraiment l'impact des conditions de vie sur les usages du numérique. Donc vraiment, de plus que de se poser encore la question de l'accès et des compétences, d'essayer de voir en fait dans quelles conditions cela a lieu. Ici, je ne vais pas faire tous les exemples, mais juste pour donner, par exemple, ça veut dire que en termes d'obstacles, on peut avoir des obstacles matériels qui sont liés à l'accès, mais ça va être aussi de se dire dans quelle situation les personnes ont accès. Est-ce qu'ils ont accès à un outil personnel, à leur propre smartphone, leur propre ordinateur? Est-ce que c'est un ordinateur qui est partagé avec la famille? Est-ce que c'est une personne qui n'a accès que depuis l'espace public? Tout ça, ce sont des éléments en fait qui sont hyper intéressants à prendre en compte dans la conception, parce que ça permet de poser d'autres questions et peut-être d'envisager d'autres manières de concevoir un service.
Donc voilà un petit peu ce petit détour quand même par ce côté de définition de l'inclusion numérique, mais en tout cas pour vraiment en retenir dedans l'intégration de cette dimension sociale, de la prise en compte vraiment du contexte social dans lequel évoluent les personnes, ça reste assez important. Et, euh, et ça me permet voilà, de pouvoir en fait passer à cet autre point de vue, qui était donc le cœur ici de la présentation, qui est celui des services d'intérêt général à l'épreuve de la numérisation. Donc, c'est des études voilà, qui ont été réalisées par mes collègues, et leur point de départ, c'était justement ce souhait d'aller voilà, questionner plus directement ceux qui conçoivent les services numériques. Et donc, dans ce cas-ci, les personnes qui conçoivent les services numériques, ça a été pris dans une perspective de fournisseurs de services, en particulier les fournisseurs qui remplissent une mission d'intérêt général. Donc, par là, ça distingue forcément ces services étudiés d'autres services, dans le sens qu'ils partagent certains principes communs, donc la réponse notamment à des besoins collectifs, évolutifs, avec des valeurs derrière qui sont des valeurs d'égalité, de continuité, d'adaptabilité et de neutralité. Et donc, dans cette enquête qui a été menée là maintenant il y a quelques années, c'était une étude de cas donc, auprès de 3 organismes, un organisme de santé, un organisme de transport public et une administration. Donc, ce que je peux signaler ici quand même, c'est que c'était quand même 3 organismes de taille assez importante. Donc forcément, du coup, quand on en parle, ça veut dire que dedans, il y a des services vraiment dédiés au marketing, il y a des services qui vont être dédiés à l'informatique, des services dédiés à l'accessibilité. Donc c'est à prendre en compte, mais ça reste quand même applicable, ou en tout cas, on peut penser cette question de l'inclusion aussi avec d'autres structures, parce que même s'il n'y a pas tous ces services, en fait, les logiques qui sont à l'œuvre, elles restent les mêmes. Ça reste en fait des questionnements qui restent les mêmes et qui se posent quand même beaucoup à l'ensemble de ces services. Et donc, par rapport au contexte, parce qu'on a donc ces services d'intérêt généraux, et le premier point, c'est évidemment de voir d'intérêt général, pardon, c'est de voir dans quel contexte en fait ils évoluent. Donc première chose qu'on peut dire, c'est que c'est un contexte de transition vers du digital by default, donc par défaut, de nombreux services. Donc ça, c'est un mouvement général dans la société de se dire qu'on est en train de passer vers ce digital par défaut, et où digital par défaut, ça ne veut donc pas dire que le but c'est de ne plus du tout avoir d'alternative, mais qu'on va d'abord bien penser le service en fait à partir de maintenant comme étant un service numérique. Et donc le pendant de ça, c'est dès lors que les individus ils vont être considérés comme des utilisateurs du numérique par défaut. C'est un peu ce passage, c'est vraiment ce passage-là qui est mis en avant par cette notion de numérique par défaut. Et deuxième élément, c'est que les technologies, aujourd'hui, elles se développent dans un contexte où elles font un peu partie des meubles. On les questionne plus vraiment. On évolue en fait dans ce contexte, voilà, qui est noté ici comme un contexte d'impensé numérique qui rend entre guillemets naturel en fait ce passage vers la numérisation. On ne cherche plus spécialement à justifier le numérique, la société numérique en soi, et à questionner leur déploiement. En plus de ça, cet impensé, il confère aux technologies en fait 2 qualités qui sont considérées un peu comme des qualités intrinsèques aux technologies, qui sont l'efficacité et la neutralité. Donc c'est cette idée derrière que la numérisation, quoi qu'il arrive, elle améliore l'efficacité des services en général, et au final ça va être profitable à tous les usagers, qu'ils soient connectés ou non, parce que même ceux qui ne sont pas connectés, au final vont bénéficier du fait que les connectés vont utiliser le service en ligne, et eux, ils auront plus de place, mettons, au guichet du service. Donc c'est un peu cette idée-là générale qui transparaît. Et, et aussi l'idée que, vu qu'on est dans une marche un peu, une progression naturelle, tout ça est un processus qui fait qu'à un moment, même ceux qui ne sont pas connectés, ils finiront par l'efficacité inhérente qu'ont les technologies, par aller en tout cas vers, s'y faire, si je peux le dire comme ça, rapidement. Donc, au final, il y a, dans le cas des services d'intérêt général, ils sont voilà, confrontés à cette transition numérique qui s'impose, qui est vue comme vraiment inéluctable
et indiscutable, et du coup de cette manière qui va un petit peu se soustraire à l'exigence de justification de la part, on va dire, de la société en général. Tout ça, je parle évidemment de manière générale, c'est vraiment ce fait voilà, qu'on ne les questionne plus et qu'en tant que service d'intérêt général, bah forcément, il y a cette pression de devoir rentrer aussi dans cette logique numérique forcément pour ne pas se faire dépasser et pour poursuivre en fait cette marche en termes de service. Et donc, pour conclure là-dessus, pour le dire autrement, en fait, les technologies, ce qui se passe, c'est qu'elles elles échappent en fait à toute mise à l'épreuve des services d'intérêt général, et c'est plutôt l'inverse en fait qui se passe. C'est vraiment les technologies, l'arrivée de la numérisation, ça met les services d'intérêt général vraiment à l'épreuve. Et donc cette notion d'épreuve, elle est développée dans la grille de lecture en fait des économies de la grandeur qui a été développée par Boltanski et Thévenot, donc qui sont des sociologues, ça date des années 90, mais c'est encore en fait quelque chose qui est très d'actualité. Et en fait, avec cette grille, on considère vraiment que l'arrivée du numérique dans les organismes d'intérêt général, c'est une épreuve, puisqu'en fait, le numérique, il va impacter les modalités de délivrance du service. Alors même que, vu qu'il est d'intérêt général, il a ce principe de servir le bien commun et d'être accessible à tout. Donc c'est vraiment l'arrivée du numérique bouscule ce principe fondamental d'accessibilité. Et le but du coup de l'analyse qu'ont fait mes collègues là-dessus, c'était vraiment de rendre compte en fait des discours qui étaient mobilisés pour décrire comment ils surmontaient cette épreuve, comment en fait est-ce que la numérisation se déployait dans ces services. Et donc, comment est-ce qu'ils concevaient l'inclusion de tous les publics dans ce nouveau contexte numérique. Et ce qu'il faut en retenir, c'est en fait que dans tous les cas, il y avait un accord sur le fait qu'il fallait promouvoir l'inclusion numérique et ça reste une valeur qui était tout à fait importante de promouvoir des services inclusifs dans tous les cas. Mais par contre, ça ne se traduisait pas par une stratégie coordonnée, en fait, mais plutôt par l'existence de différents types de logiques qui renvoyaient chacune à certaines valeurs, certaines conceptions de l'inclusion numérique qui étaient opposées entre elles. Ça va devenir plus clair avec les exemples. Mais du coup, en fait, ces logiques, donc ce sont les logiques qui sont justement reprises dans cette grille de la théorie des mondes et de l'économie de la grandeur, pardon. Ce sont des logiques, notamment trois qui ressortaient. C'était une logique marchande, une logique industrielle et une logique civique. Donc tout ça se croise en même temps dans les discours. Et dans chaque organisme, il y avait des justifications en faveur de l'inclusion numérique qui étaient basées, par exemple, sur cette logique marchande, qui était entre autres portée par les personnes qui étaient plus proches des départements de marketing. Et c'est cette logique que, du coup, l'inclusion numérique, elle va au final permettre de capter une clientèle plus importante et par ailleurs d'effectuer des économies. Donc c'est vraiment l'idée de, en fait, voilà, en passant au numérique et en faisant ça de manière la plus ouverte possible, on va pouvoir prendre le plus, attraper, en guillemets, le plus de monde possible. Deuxième ordre de justification, c'est celle qui était porteuse d'une logique plus industrielle, et donc là qui était plus souvent proche des discours tenus par les personnes qui travaillaient vraiment du côté de l'informatique, et de l'IT, et souvent ça venait renforcer un peu cette logique marchande, c'était de dire, par exemple, que la numérisation, donc en fait, elle améliore l'efficacité des processus, donc ça va être bénéfique pour l'entreprise, mais au final, c'est aussi bénéfique pour les usagers parce qu'il a moins de choses à penser, il a moins à s'embêter de paperasse et de ce genre de choses. Et enfin, dernière logique, c'était celle donc du monde civique, qui vraiment est là la logique qui va renvoyer très proprement à la mission d'intérêt général qui était propre à ces trois organismes et où vraiment l'inclusion numérique, elle doit vraiment servir à rendre ces services plus égalitaires. Et ce qui est intéressant de voir, c'est donc que tous les organismes étudiés, ils y souscrivent évidemment. Et je peux même rajouter, parce qu'on a rencontré des gens dans le cadre de la conception du guide, qui étaient même des services, on va dire plus des services privés, mais qui en tout cas touchent, par exemple, des banques qui touchent un grand nombre de la population. Ça commence quand même à les travailler, cette chose, en se disant que maintenant, c'est devenu tellement incontournable, ils sont un peu obligés aussi de s'y intéresser, si je puis dire. Mais en tout cas, par rapport au service d'intérêt général, c'est vrai que c'est quelque chose qui était assez important. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que tout le monde, tous les organismes y souscrivent, mais par contre, c'est vrai que ça ressortait plus souvent, ou en tout cas plus fortement,
dans un des organismes qui avait une meilleure connaissance, enfin c'est pas vraiment une meilleure connaissance, mais qui avait beaucoup plus conscience en fait des vulnérabilités de son public. Donc c'est-à-dire qu'il dans ses missions, c'était l'organisme de santé pour le dire, dans ses missions a beaucoup plus conscience en fait des vulnérabilités auxquelles font face son public. Et c'est vrai que du coup c'était plus souvent plus amené que d'autres organismes en fait savent que voilà qu'il y a des publics vulnérables, mais ils ont moins cette définition de se dire bah, nous en tant que service de santé, on a vraiment typiquement des personnes qui sont dans des situations délicates. Et donc au final, on a toutes ces logiques qui se croisent, et ce qu'ils vont trouver pour pouvoir avancer, c'est en fait de faire des compromis entre ces différentes logiques. Donc, je vais donner des exemples parce qu'en fait, ce sera sans doute plus parlant. Un des exemples, par exemple, c'est d'avoir conservé un chat plutôt qu'un chatbot. Donc, un chatbot, c'est en fait une messagerie instantanée, mais où derrière, c'est un ordinateur qui fait une réponse automatique. Et donc, c'était justement dans l'organisme de santé où d'un côté, on avait une personne donc, qui soutenait cette logique industrielle, qui travaillait plus pour l'IT, qui disait, ben voilà, en fait, on pourrait faire plein d'économies avec la mise en place de ce chatbot, et en plus, ça permettrait de répondre à plus de demandes, etc. Donc, logique d'efficacité. Ce à quoi, en fait, ça n'a pas été une option retenue, parce que justement, l'organisme, dans sa mission d'intérêt général, sait très bien qu'il y a des personnes qui sont dans une situation délicate et que ça nécessite vraiment de conserver l'humain derrière la machine, que c'est vraiment primordial de directement pouvoir avoir une personne derrière le chat. Et donc, c'est là vraiment qu'il y a cette idée de compromis, c'est que l'idée du chat, elle n'est pas rejetée, ça a été mis en place. Donc, on rentre quand même dans cette logique de s'adapter aux technologies numériques, mais on exclut quand même le passage vraiment, on va dire, à l'efficacité et au chatbot pour justement conserver cette mission d'intérêt général. Un autre point, c'est par exemple l'application des normes d'accessibilité. Dans les sites internet, où là c'est quelque chose qui ressortait assez souvent, et même dans les entretiens qu'on a eu plus récemment dans la conception du guide, en se disant oui, mais si on met toutes les normes d'accessibilité, en fait le site il devient moins efficace pour la majorité des gens. Et donc en fait il y a toujours un peu un arbitrage sur quelles normes d'accessibilité on va choisir pour essayer d'avoir quelque chose qui reste satisfaisant, en tout cas pour le plus grand nombre, pour ne pas risquer de rendre, en tout cas dans l'a priori, le site le moins efficace. Et donc, hop, ça je vais passer. Ça montre bien, au final, qu'est-ce qui en ressort de ça? C'est qu'on avance au cas par cas. C'est une numérisation qui avance, mais en fait, ça se pose à chaque fois dans ce genre de termes où il y a un espèce d'arbitrage et de compromis qui va avoir lieu, avec cette tension donc, entre une mission d'intérêt général et d'autres impératifs qui accompagnent la numérisation. Et donc, in fine, il n'y a pas vraiment de mise en place d'une stratégie coordonnée par rapport à l'inclusion numérique. Cependant, tout ça, ça ne signifie pas du tout qu'il n'y a pas de prise en compte des usagers, parce que c'est quand même un autre volet important. Donc là, voilà, on était en train de voir les conflits qu'il peut y avoir entre ces différentes logiques qui s'opposent, mais il y a quand même aussi une prise en compte des usagers dans le processus de numérisation. C'est un autre des pans de l'étude, hein, au final, parce qu'on voit que c'est quand même une dimension importante. Et en fait, c'était une représentation qui se faisait majoritairement de manière indirecte et via des porte-paroles, et donc des porte-paroles de deux, on va dire, types. Tout d'abord, des associations d'usagers. Donc, il y avait parfois des partenariats avec des associations d'usagers, et typiquement d'usagers faibles, où ces organismes venaient pour y faire des animations. Alors, ça ne portait pas spécialement pour le numérique, mais c'était justement l'idée de pouvoir étendre ce type de collaboration, parce qu'en fait, ces associations, ben, forcément, elles ont un rôle d'expert, elles ont une légitimité par rapport à leur public là-dessus. Un obstacle qui se posait, c'était comment pouvoir faire passer cela à dans une logique plus pérenne, parce que souvent ce sont des projets sur le court terme, ce sont un peu des projets de court terme, épisodiques, et en fait ce qui aurait vraiment pu être bien, c'est de pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus structurel. Et le deuxième point, c'est les premières lignes, les agents de première ligne dans ces organismes, et dans d'autres organismes, en tout cas souvent
d'intérêt général, de les voir aussi comme des porte-parole de la diversité des usagers, de deux manières. Une première manière, c'est bien sûr, ils sont au contact des usagers, ils connaissent souvent ces publics-là. Donc, par exemple, quand il y a la mise en ligne d'un nouvel outil, d'un site, etc., ne serait-ce que déjà les consulter, en fait, c'est déjà important de les impliquer dedans. En leur donnant en plus, en essayant de donner un maximum aussi une marge pour qu'ils puissent émettre leur avis sur ces sites. C'est une manière d'améliorer le service, mais eux aussi, ça va les intéresser, ça va leur donner un rôle dans cette transformation. Et donc, du coup, après, ils pourront jouer leur rôle d'intermédiaire aussi auprès des usagers. Et une deuxième manière, c'est aussi de ne pas oublier que les premières lignes sont, comme nous tous, des usagers du numérique. Et d'autant plus dans des grosses organisations, en fait, parfois on peut se rendre compte qu'ils sont assez représentatifs des difficultés auxquelles tout un chacun peut faire face. Donc ne serait-ce que aussi avoir des avis comme ça par rapport à leur perception d'usager peut être tout à fait bénéfique. Et donc, j'en arrive en fait à la fin de cette présentation, en tout cas sur l'étude. Et en fait, tout ce qu'on a pu voir, sur lesquels mes collègues ont travaillé et sur lesquels on a travaillé pour la suite, ça a été vraiment la base de la mise en place de ce guide de principes pour une conception inclusive des services numériques. Parce qu'on s'est vraiment rendu compte que il y avait en tout cas des choses à faire et des bonnes pratiques et qu'il valait la peine aussi de pouvoir vraiment encore plus les approfondir. Et donc, c'est un peu les perspectives et conclusions donc, qui sont rassemblées en 7 principes. Un premier principe, en fait, principe/conclusion qui ressort, c'est évidemment de pouvoir faire de l'inclusion un enjeu collectif. Donc, de pouvoir vraiment l'inscrire dans un projet qui soit porté plus collectivement, de développer cette responsabilisation collective, d'améliorer aussi la communication entre les différentes parties prenantes. Donc, notamment, par exemple, en décloisonnant les métiers qui évoluent en fait beaucoup en silos fermés. Donc c'est quelque chose dont on s'est aussi rendu compte, c'est que chacun travaille en fait avec son point de vue et qu'il y a peu au final de mise en commun de tout ça. Là, l'exemple, c'est par exemple la posture des développeurs qu'on a rencontrés lors de la conception du guide, qui en fait sont des personnes qui sont très éloignées des usagers, par exemple, qui ne sont pas du tout en contact avec eux, donc qui ont du mal aussi à se faire un peu une idée par rapport à ce qui peut être mis en place en termes d'inclusion numérique. Pour reprendre un des termes, ça n'est ni imposé ni proposé. Donc voilà, essayer d'un peu plus favoriser déjà ces échanges et aussi de dépasser le fait que souvent c'est une thématique qui est portée de manière assez individuelle et non comme une composante vraiment des stratégies. Et là, on a quand même un contre-exemple qu'on a eu récemment, donc l'un des organismes qu'on a re-rencontré pour le guide, qui est celui de l'entreprise de transport, où ils ont mis en place en fait des workshops de travail un peu interdépartement, où il était vraiment question d'avoir un peu tous les corps de métier autour de la table, de penser à des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au niveau numérique pour développer l'inclusion, et ça donne vraiment lieu à des choses très concrètes, parce qu'ils arrivent directement à identifier ce qui marche ou ne marche pas. Donc par exemple, là, il était notamment question de développer l'idée de développer une application plus légère que l'application de base qu'ils utilisent, donc une version light. Ce qui pouvait paraître être une bonne idée au départ, et en fait très rapidement, grâce à ce travail de workshop, nous en fait on se rend compte que c'est pas une super bonne idée parce que ça finit par tout dédoubler, ça dédouble le travail, ça donne un service qui ne va pas être le même pour tout le monde. Donc est-ce qu'il n'y a pas mieux en fait à intégrer les principes qu'on voudrait mettre dans l'application light dans l'application normale. Donc tout ça se fait un peu en émulation. Deuxième principe, ça va être celui d'approfondir la connaissance des situations de vulnérabilité face au numérique. Parce que ça, c'est vrai, alors peut-être moins dans les services d'intérêt général, mais en tout cas dans les services même plus privés ou en tout cas qu'on a rencontrés, c'est vrai que se faire une idée de qui sont les usagers en difficulté, c'était quelque chose qui se limitait quand même souvent à les personnes seniors ou les personnes en situation de handicap. Or, on sait qu'il y a vraiment beaucoup plus de personnes, il y a beaucoup plus de situations en fait qui peuvent poser problème. Donc l'idée, c'est de pouvoir dire qu'il y a des choses là-dedans qui peuvent être approfondies et certains biais qui peuvent être contrés et qui, pour l'instant, renforcent l'invisibilité des silencieux du net. Donc dans ces biais, je vais notamment
revenir voilà, sur le manque de représentativité ou la reproduction d'impensés sociaux. C'est par exemple le fait que parfois automatiquement dans la conception, on va favoriser le contact par email. Or, l'email, ça n'a rien d'évident pour une grande partie de la population. Soit pour des questions de rapport à l'écrit ou à la lecture qui sont difficiles, ou alors autre chose, parce qu'une personne n'a accès à Internet que via son smartphone. Il faut savoir qu'il y a environ une personne sur 5 qui a un niveau de diplôme peu élevé, qui n'a que son smartphone pour accéder à Internet. Or, écrire un email correct avec un smartphone, tout le monde sait que c'est un peu compliqué. Si on veut mettre une pièce jointe, faire de la mise en forme, eh bien, problème qui ne se retrouve pas, par exemple, avec une messagerie instantanée, où là, la mise en forme est la même pour tout le monde, et où pour mettre une pièce jointe, on va mettre une photo, on va juste inclure une photo. Donc, c'est aussi ce genre de choses, et aussi des biais, notamment d'échantillons. Donc, c'est-à-dire que dans les pratiques pour prendre en compte les usagers, il y a parfois des tests qui sont réalisés quand il y a la mise en place d'un nouveau service avec des échantillons de personnes. Et en fait, ces échantillons, de même, il me disait, dans les personnes qu'on a rencontrées donc dans la construction de ce guide, que oui, en effet, c'était peu diversifié. Que souvent, ce sont en fait des utilisateurs. Bon, c'est aussi parce qu'il y a des questions de respect de la vie privée dedans. Eux, ils contactent les utilisateurs qui font partie de leur service. Donc, il y a une réflexion qui va un peu plus loin. Mais souvent, donc, du coup, ce sont des personnes qui sont déjà très acquis à la technologie et ça peut créer en fait un phénomène de fuite en avant où en fait les personnes qui vont valider sont déjà les personnes plus avancées. Donc, dans les pistes, il y a forcément pouvoir améliorer la représentativité des usagers via les tests. Et là, par exemple, la participation d'associations pour rentrer en contact, ça peut être une piste à explorer, mais aussi de diversifier des méthodes d'écoute un peu plus directes en amont de la conception. Donc, de mener des enquêtes, d'avoir des focus group, de aussi beaucoup plus intégrer donc, les agents de première ligne aux réflexions, d'avoir des living labs donc, où les concepteurs et les usagers peuvent se retrouver autour des outils vraiment mis en pratique. Ce sont en tout cas des pistes qui peuvent être explorées. Troisième principe, ce serait qu'on a voulu mettre en avant dans ce guide, c'était de mobiliser l'expertise des différentes parties prenantes. Et parce que ça, c'est quelque chose de tout à fait transversal, c'est vraiment essayer d'aller encore le plus loin possible, aller plus loin même que de la contribution en favorisant vraiment la co-construction. Donc vraiment permettre aux usagers de s'exprimer aussi plus sur la pertinence d'un service et non plus uniquement sur son efficacité, pour vraiment essayer de mettre l'accent sur la réponse aux besoins et permettre d'éviter parfois en fait de partir dans une direction qui n'est pas spécialement la bonne. Hein. Donc c'est ici ce qui est un peu mis dans ce tableau. C'est quelque chose qui va vraiment du processus bien avant la création du service. Et en fait, pourquoi c'est important, cette idée de mobiliser donc, tous les experts et les acteurs, que ce soit les usagers, le personnel de l'organisation, les concepteurs, les associations, c'est parce que ça va permettre vraiment de les enrôler, d'en faire des parties prenantes de la transformation. Et en fait, ça tient d'un concept qui a été développé notamment en sociologie des sciences et de l'innovation, au fait de dire que la réussite d'une innovation, souvent, et donc par réussite ici on entend une application inclusive ou une conception inclusive, elle va dépendre au final autant de ses qualités intrinsèques, de ce qu'il y a dedans, que de l'adhésion vraiment de l'ensemble des parties prenantes au projet. Donc vraiment d'avoir un réseau fort qui va se constituer d'acteurs qui vont rentrer dans la logique du projet, qui vont vraiment participer à le problématiser, à définir vraiment les besoins, ce qu'il va y avoir dedans, et donc en fait valider sa pertinence, qui vont vraiment pouvoir exprimer leur avis et se confronter les uns avec les autres pour arriver à un consensus et au final être tout à fait convaincus du projet et soudés autour de lui, ce qui permet vraiment de le soutenir pleinement par la suite. Et donc du coup, ceci se fait avant la conception, mais même après, et donc vraiment en fait que ça devienne quelque chose, et c'est là qu'il y a évidemment un défi, un défi par rapport aux moyens, par rapport au temps, c'est que c'est vraiment l'idée de se doter d'une stratégie qui soit vraiment transversale dans les organismes. Un quatrième principe sur lequel je vais surtout me focaliser sur une partie, c'est celui de démultiplier les médiations entre les services numériques et les usagers. Et là, notamment, c'est d'avoir vraiment une réflexion sur la reconnaissance de l'accompagnement.
dans le sens où nous, donc, dans la conception du guide, on a aussi rencontré des personnes qui accompagnent des publics plus vulnérables. Et ce qui ressortait, c'était de pouvoir, d'une part, cerner les besoins spécifiques des accompagnants en amont. Donc parfois, ils nous disaient, nous, c'est vrai qu'avoir automatiquement une version de démonstration, par exemple, avec des identifiants factices d'un nouveau service, bah, c'est quelque chose du coup qui leur permet de faire leur travail aussi plutôt axé sur la formation, mais aussi vraiment un travail d'accompagnement via une réflexion sur notamment les entrées aidants ou la reconnaissance en fait d'une démarche qui est réalisée par un tiers. Et c'est par exemple ce qui est fait en France avec le dispositif Aidant Connect, donc qui est vraiment en fait une plateforme qui permet à des aidants professionnels de créer un compte pour lequel ils sont mandatés pour en fait faire à la place toute une série de démarches. Continue à consolider l'application des normes d'accessibilité parce que ça reste encore très fort à la carte et certains critères ne sont pas encore adoptés de manière assez large, hein, comme le fait de pouvoir utiliser totalement un site via clavier, ce qui est quand même très important pour certaines personnes qui sont notamment malvoyantes. Et là aussi, du coup, il y a le fait d'avoir recours à l'expertise des acteurs de terrain, ben, c'est assez important parce qu'il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui vont pouvoir vraiment, du coup, penser l'intégration d'un site et pas seulement l'idée d'avoir une petite barre en dessous d'accessibilité, mais se dire comment est-ce qu'on peut aller plus loin, essayer de penser l'architecture d'un site internet pour le rendre plus accessible pour tous. L'avant-dernier, ça a trait aux dimensions environnementales, donc j'en ai pas parlé dans la présentation, mais c'est ressorti un peu dans les discussions qu'on a eues. Il y a cette question environnementale qui ressort de plus en plus parce qu'on sait que l'utilisation et cette intensification du numérique, elle a un coût environnemental qui est de plus important. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le fait de proposer des services numériques plus sobres dans leur conception, ça va aussi réduire les contraintes qui sont liées à l'usage. Et donc, ça peut être bénéfique sur les deux plans. Et là, par exemple, c'est l'exemple du poids d'une page. Donc, le fait d'avoir une page plus légère, ben déjà, ça consomme moins d'énergie. Mais alors aussi, pour les personnes, par exemple, qui utilisent un synthétiseur vocal, qui sont malvoyantes, eh bien, ça va leur permettre d'être sûr que ça va charger facilement. Et donc, si la page est trop lourde, parce que si la page est trop lourde, voilà, ça ne charge pas, ça ne synthétise pas la voix et eux ne savent pas en fait d'où vient le problème. Pareil pour les personnes qui ont par exemple des forfaits limités, avoir le poids d'une page le plus léger et affiché, ça leur permet de savoir que tiens, ils peuvent télécharger telle ou telle chose sans risquer que ça leur coûte trop cher. Et enfin, le dernier point, c'est celui du maintien des alternatives. Donc c'est vrai qu'on le sort, on l'entend, c'est vrai souvent, et ça reste en fait important parce qu'il y a quand même une conscience que tout le monde ne sera jamais numérique. Il y a des situations qui sont complexes, il y a beaucoup trop de situations en fait pour qu'une solution puisse vraiment convenir à tout le monde. Maintenant, dans ce qui est vraiment important par rapport au fait de garantir des alternatives de qualité, c'est aussi d'avoir une réflexion sur le fait de savoir à quel moment est-ce que c'est vraiment décisif, à quel moment c'est essentiel, où les efforts doivent-ils être concentrés. Donc, est-ce que c'est sur le fait de donner de l'information? Donc, par exemple, il y a certaines informations en fait qu'on ne trouve plus qu'en ligne, donc les personnes ne sont même plus au courant que ça existe. Par exemple, l'exemple qu'on avait eu, c'était sur des bourses d'études. On ne donne plus les flyers dans les écoles secondaires, donc les parents ne le savent pas. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, il faut avoir quelque chose de plus ciblé, que ce soit aussi sur le suivi des personnes, sur l'accès aux services. Voilà, c'est diverses choses qui sont à mettre en place, mais vraiment l'esprit de tout ça est c'est de penser en tout cas de manière intégrée en intégrant un maximum d'acteurs. Et c'était mon dernier, mon mot de la fin.